Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. L'Hebdo des marchés, podcast sponsorisé par eToro. Comme toutes les 2 semaines, j'ai l'honneur de co-animer ce podcast avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Beaucoup d'actualités cette semaine, beaucoup d'événements qui viennent d'ailleurs de se produire et on a eu notamment les banques centrales donc aux États-Unis, dans la zone euro, donc statu quo comme prévu. Évidemment, il y a de l'inflation, mais pour l'instant, il n'y a pas de mouvement ni de hausse ni de baisse. On en parlera tout à l'heure dans la partie, on va dire, plus marché. Et puis également beaucoup de chiffres ce matin sur le PIB, que ce soit dans la zone euro, que ce soit en France, et à l'instant sur le PIB américain qui est donc en hausse sympathique, va-t-on dire, autour de 2% en rythme annualisé, alors que chez nous, dans la zone euro, on est autour des 0,1%, 0% en France. Ça sera le premier grand thème. Après, autre sujet d'actualité, bien sûr, l'inflation. On a vu encore ce matin donc, le baril qui est monté à 126 dollars. Là, ça rebaisse un petit peu aujourd'hui, mais il y a une inflation qui est toujours là. On a les chiffres du mois d'avril dans la zone euro en France. C'est particulièrement inquiétant. Et puis après, donc, j'ai remis à jour, évidemment, mes prévisions de croissance mondiale. Donc, on en parlera dans la troisième partie. Avec, là aussi, Antoine reviendra sur les enjeux d'un point de vue des marchés financiers, des marchés boursiers. Voilà, beaucoup d'actualités. Donc, on va commencer tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. En plus, on est très bavards, Antoine et moi, comme d'habitude. Donc voilà, donc premier graphique voilà, sur la croissance de la zone euro et de la France. Ça vient de sortir ce matin. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de récession. Alors on voit des chiffres, là c'est la variation trimestrielle du PIB. Donc voilà, Finlande à peu près 0,9, 0,6 en Espagne, 0,3% en Allemagne. Une petite surprise positive finalement pour une fois. Ça ne va pas durer malheureusement. Ensuite, on a donc l'Italie, la Belgique, vous voyez, 0,2%. Zone euro, donc on est à seulement 0,1. Portugal, 0. Et la France, alors c'est vrai qu'on communique, l'INSEE communique sur le chiffre de 0%, mais en fait, dans le détail, c'est une baisse. On est à moins 0,01%. Donc c'est vrai que c'est quand même une baisse pas dramatique, mais ça veut dire qu'on commence à baisser. Comme au deuxième trimestre, on va voir là aussi une baisse du PIB. Ça pourrait être donc le fameux signal de la récession. 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB. Donc justement, là, on voit les indicateurs avancés qui sont sortis donc dernièrement sur la zone euro. Donc pour le mois d'avril, vous voyez, on est sous la barre des 50. C'est l'indicateur composite. Donc il y a bien une baisse du PIB qui est programmée dès le deuxième trimestre, et peut-être même jusqu'au troisième trimestre 2026. Donc la récession est bien de retour. Si on regarde ce qui se passe au niveau français, ben là voilà, c'est la même chose. Donc là, on a encore la zone euro, là, c'est l'indicateur de sentiment économique pour corroborer un peu les indicateurs des directeurs d'achat. On voit que, vous voyez, on est sur un plus bas depuis 2022, donc c'était le début de la guerre en Ukraine, et donc on voit bien que c'est en train de baisser. Donc là, c'est la France. Indicateur donc du climat des affaires, vous voyez, sur le mois d'avril, c'est très très mauvais. On est sur un plus bas depuis février 2021. Et si on enlève les périodes Covid, il faut remonter à 2014 pour trouver un plus bas. Donc ça montre bien que le PIB français, qui pour l'instant c'est à peu près 0% de croissance, mais évidemment on va passer en deçà. Et donc ça veut dire qu'il y aura une baisse assez nette du PIB français en glissement annuel. Pareil ici sur les indicateurs des directeurs d'achat, indicateurs composites. Vous voyez que là aussi on est sous la barre des 50. On est même à 47,6. Donc ça confirme qu'il y a bien le retour de la récession. Alors il y a un petit mouvement technique, si vous voulez, c'est que on a un mouvement de restockage dans l'industrie et dans les services, par contre, ça s'effondre. Et d'ailleurs, justement, au premier trimestre, si on regarde le chiffre, tout à l'heure, j'ai parlé du chiffre global, à 0% de croissance, mais hors stock, tenez-vous bien, on est à moins 0,8. C'est-à-dire que hors formation de stock, le PIB français a chuté de 0,8%. C'est évidemment dramatique. On a rarement vu ça, donc c'est pour prendre conscience de l'ampleur des dégâts. Et alors, si on regarde d'autres indicateurs avancés, par exemple ici sur l'indicateur de confiance des ménages, c'est l'indicateur INSEE, en France toujours, regardez bien, on est donc sur un plus bas depuis la guerre en Ukraine et la flambée inflationniste qui en a suivi, mais on est plus bas que pendant le Covid-19, on est plus bas que pendant les Gilets jaunes. Après, pour retrouver plus bas, il faut remonter aux périodes des attentats. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui dans quel état sont les Français, sont les ménages français, qui sont évidemment très inquiets pour leur pouvoir d'achat, pour le niveau de vie et également pour le chômage. Là aussi, regardez l'indicateur avancé du chômage, perspective de chômage des ménages. Donc la courbe rouge, ce sont donc les indices INSEE. La courbe bleue, c'est le taux de chômage. Vous voyez qu'on pourrait monter très vite à 9, voire 10% de taux de chômage. Alors on n'en est pas encore là, bien sûr, mais ça y est, le chômage est en train d'augmenter. D'ailleurs, on a eu les chiffres du mois de mars sur le nombre de chômeurs inscrits donc, à France Travail. Alors c'est assez amusant parce que la plupart des médias, même quasiment tous, ont communiqué sur la baisse trimestrielle du chômage. C'est vrai qu'on a eu une forte hausse au quatrième trimestre. Là, on a un mouvement un petit peu correctif de baisse sur l'ensemble du premier trimestre 2026. Mais si on regarde sur le mois de mars,
dire le premier mois depuis le choc pétrolier. Eh bien, regarde bien les chiffres de France Travail, hein, que personne n'a évoqué quasiment, sauf en ce qui nous concerne, je l'ai dit notamment sur ma chaîne YouTube et puis également sur CNews, sur BFM, un peu partout. Mais à part ça, on n'en a pas trop parlé. Regardez bien, hausse du chômage, ça c'est incroyable, 1,1% sur un mois pour la catégorie A, 3,32 millions de personnes. Et pour la catégorie donc A, B, C, ça veut dire avec également ceux qui ont un petit peu travaillé pendant le mois, 5,77 millions de personnes, au plus haut depuis octobre 2019, hors période Covid. Et on est même sur une hausse de 1,2% sur un mois, la plus forte hausse depuis mai 2015. C'est pour vous dire que c'est assez dramatique. Et si on regarde l'ensemble des chômeurs, donc toutes catégories confondues, là, donc de A à E, A, B, C, D, E, je ne rentre pas dans le détail, c'est des questions, j'y reviendrai, on se dévoyait à 6,5, mais c'est tellement énorme que j'en bafouille. 6,5 millions de chômeurs. Voilà l'état du chômage en France. C'est un plus haut depuis juillet 2019. Et ce qui est fou, c'est que c'est une news incroyable. Et malheureusement, quasiment personne n'en a parlé pour vous montrer dans quel état, je dirais, de déni de réalité on est. Et je vous ai fait le graphique pour terminer. Regardez bien, depuis avril 2024, taux de chômeurs, donc nombre de chômeurs de catégorie ABC en hausse de 7,3%. Donc voilà quel est aujourd'hui l'état de la France. Malheureusement, c'est assez inquiétant. Oui, effectivement, c'est vrai que quand on regarde ces chiffres économiques, hein, macroéconomiques sur la France, c'est très inquiétant, même en zone euro. Et c'est vrai que comme tu disais, les indicateurs avancés des PMI, et notamment dans les services, ont vraiment chuté ce mois-ci, hein. Donc c'était Complètement. assez inquiétant. Alors on va continuer avec l'inflation. Effectivement, on a eu les chiffres d'inflation aussi, zone euro et France, et on voit que ça continue de grimper. Voilà, ça c'est donc les chiffres viennent de sortir vraiment ce Hmm. matin, le 30 avril. Et donc là, on voit l'augmentation des prix. Regardez bien en France, en 3 mois, en 3 petits mois, les prix à la consommation ont augmenté de 3%. Hmm. Ouais, alors là, c'est l'indicateur donc aux normes européennes harmonisées. Ça veut dire qu'on est à 2,5% en glissement annuel. On est à 2,2% si on prend le glissement annuel aux normes INSEE. Et regarde bien, depuis donc janvier 2021 à avril 2026, les prix ont augmenté de 20,4%. Ça, c'est évidemment une moyenne, parce que dans Hmm. l'énergie, c'est plus de 50% de hausse. Dans l'alimentation, c'est plus de 25% de hausse. Des chiffres complètement fous, complètement dramatiques, qui vont bien sûr casser le pouvoir d'achat des ménages. On Hmm. retrouve la même chose au niveau de la zone euro. Là, c'est le même graphique, mais dans la zone euro, c'est même encore pire, puisque là, on Hmm. est déjà à 3% d'inflation sur le glissement annuel. Et regarde bien, 26,1% de hausse de janvier 2021 à avril 2026. Voilà ce à quoi aujourd'hui les ménages français de la zone euro doivent faire face. Et évidemment, c'est extrêmement compliqué, extrêmement coûteux. Si on regarde pays par pays, bah là, ça y est, il n'y a plus aucun pays de la zone euro où il y a une inflation inférieure à 2%. On est quasiment tous au-dessus des 2,5%. Tu le vois, donc à commencer par la France. Et puis après, alors, ça dérape Hmm. en Croatie, en Bulgarie. Alors, c'est vrai que c'est dommage parce que la Bulgarie ou la Croatie, ce sont les deux derniers pays qui sont entrés dans la zone euro. Donc, peut-être qu'ils pensaient que ça allait faire baisser l'inflation. Ben non, c'est pas vraiment le cas. C'est là où il y a le plus d'inflation aujourd'hui. Donc, alors bien sûr, il y a un enjeu énergétique, mais pas seulement. Ce qui veut dire que, attention, on a des vrais dangers, notamment au niveau de la Banque Centrale Européenne. Tout ça, elle s'est réunie aujourd'hui. Elle n'a pas baissé les taux, bien sûr. Elle ne les a pas non plus augmentés, mais avec une inflation de 3% qui va bientôt atteindre 4%, voire même plus. Donc, assez rapidement, donc dans la zone euro, puis également en France, on voit mal comment la BCE va pouvoir maintenir son taux REFI à 2,15%. Évidemment, ça va dépendre du pétrole. Donc là, je vous ai mis les cours de ce matin. C'est vrai que c'était assez incroyable. On est monté à 126 dollars ce matin. Hmm. Après, on est à 114. Mais bon, si on regarde les cours d'hier, on était à 120 dollars le baril. C'est déjà énorme. Donc là, ça montre bien que l'inflation se maintient, va se maintenir sur les niveaux élevés. Parce que même si on espère tous la guerre s'arrête demain avec une issue pacifique et qu'ensuite on a une baisse des cours du baril, eh bien, clairement, le mal est déjà fait. C'est-à-dire que l'inflation, elle est déjà dans les tuyaux et elle va durer malheureusement longtemps. Et regarde bien cet indicateur, donc l'indice CRB, donc c'est toutes les matières premières confondues. C'est complètement fou. Depuis le début 2026, regarde la hausse, 35,8%. Donc ça, évidemment, c'est l'inflation qu'on n'a pas encore, qui va venir. Ça, c'est toutes les matières premières. C'est pas que le pétrole, toutes les matières Hmm. premières. Tu vois, si on compare à l'augmentation entre février et juin 2022, donc voilà, lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine, au début de la guerre en Ukraine, ça a fait plus 23%. Là, on est déjà à plus 35,6%. Ça veut dire que potentiellement, l'inflation qu'on va avoir demain peut être plus élevée que lors de la guerre en Ukraine et donc de 2022. D'ailleurs, tu vois, l'indice CRB a atteint un plus haut depuis août 2008. Oui, oui, Voilà, donc pour ça, corroborer. c'est quand même très dangereux.
Ce que tu viens de dire, c'est par exemple les prix du blé ont augmenté de 30% depuis le début de l'année et on voit que les matières premières agricoles sont en train d'exploser là. Donc ça, Tout à fait, c'est... parce qu'en fait, si tu veux, c'est ce qu'on appelle les effets de second et de troisième tour. D'abord, Hmm, tu as le pétrole, effectivement, voilà, l'énergie. Après, ça se répercute sur les engrais, par exemple, donc hmm, sur les biens alimentaires, également sur les produits voilà, en plastique, etc., qui introduisent du pétrole dans leur fabrication. Après, il y a les coûts de transport. Après, il y a les services. Tu vois, donc, malheureusement, hmm. cette inflation, elle est partie pour durer. Elle va durer au moins jusqu'à la fin 2026. Donc, et personne n'est prêt, notamment en France, où justement, on voit comme on a dépensé n'importe comment les données publiques pendant pas mal d'années, aujourd'hui qu'on a besoin de relancer la machine, on n'a pas les moyens de le faire. Hmm. Donc ça va être extrêmement compliqué malheureusement. Et c'est là, je l'évoquais il y a 15 jours dans notre vidéo, dans notre podcast, je disais qu'effectivement, par exemple en 2008, on a pu relancer la machine parce qu'on avait les moyens de le faire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui malheureusement. C'est la Hmm. grande différence. C'est pourquoi cette crise pourrait être même plus dangereuse que celle de 2008-2009 parce qu'on n'a pas les moyens de justement relancer la machine. Oui, alors ça nous fait une transition justement maintenant vers la croissance, puisqu'effectivement, qui dit aussi inflation dit aussi forcément baisse un peu de la croissance et on voit que hormis les États-Unis qui tiennent, il y a quand même une baisse assez sensible, donc au plus bas depuis 2009 hors Covid. Voilà, tout à fait. Alors c'est ça, en fait, là, je vous ai fait mes nouvelles prévisions de croissance mondiale. Mm. Malheureusement, ça ralentit partout. On verra d'ailleurs dans le détail. Mais voilà, au niveau de la croissance mondiale, on est en train de tomber vers 1,8% de croissance mondiale en 2026, en moyenne annuelle. Donc, soit sur ce graphique, évidemment, 2020, on a fait pire, mais c'est normal, on avait arrêté le monde pendant quelques mois. Là, pour retrouver plus bas, il faut remonter à 2009, c'est-à-dire la petite récession de 2009, après la faillite de Lehman Brothers, etc. Donc, on avait fait -0 à l'époque au niveau du PIB mondial. Là, 1,8, c'est vrai que ça paraît encore de la croissance, mais compte tenu du fait que la croissance annuelle moyenne sur le monde depuis les années 80, c'est autour des 3,5, tu vois que quand on est à 1,8, c'est une très mauvaise performance. Donc c'est ça qui est très dangereux. D'ailleurs, on a eu la confirmation donc, avec les indicateurs avancés. Donc on voit sur le graphique suivant où justement, là c'est l'indicateurs des directeurs d'achat qu'on a eu donc, sur le mois d'avril. Pour l'instant, il n'y a pas encore tous les pays parce que c'est en début de mois généralement qu'on a tous les pays. Là, on a eu juste les pays qui font une première estimation de leur indicateur des directeurs d'achat. Donc, tu vois que l'Inde, ça résiste encore. Le Japon également. Le Mm. Royaume-Uni aussi. Bon, là, il y a des effets un petit peu de surstockage, de restockage, parce que justement, on anticipe, notamment dans l'industrie, les dangers liés à la hausse des prix des matières premières. Également aux États-Unis, on se maintient à 52, ça repart. Et après, bon, l'Australie, on est juste sur la frontière. Et puis, zone euro, Allemagne, France, on est sous les 50. On est donc en zone Mm. de récession, malheureusement. Ce qui m'amène donc, voilà, là, vous avez mes prévisions de croissance. Pour l'instant, alors c'est vrai que là, on a eu un chiffre américain qui est pas trop mauvais, donc c'est 2% en rythme annualisé, je vous rappelle. Donc ça veut dire que c'est autour des 0,5% sur le trimestre. Donc c'est pas mal, mais c'est pas non plus formidable. 0,5% pour les États-Unis, c'est pas une croissance très forte. Et donc au deuxième trimestre, ça risque d'être beaucoup moins bon pour tout le monde d'ailleurs, hein, et avec des baisses du PIB en France, dans la zone euro, et peut-être même un petit peu aux États-Unis. Donc tu vois que voilà, ça nous donne une croissance moyenne pour l'année 2026, avec une hypothèse optimiste, c'est qu'on ait un contre-choc pétrolier au second semestre, qui agira donc surtout sur 2027. Et donc tu vois que ça fait 1,5% de croissance donc, aux États-Unis, 0,6 dans la zone euro, 0,3, 0,4 en France, le Royaume-Uni 0,7. Bon, alors même la Chine, même l'Inde ralentissent fortement. Tu vois, la Chine seulement 4% de croissance, 6% en Inde. Le Japon, c'est 0,9. Voilà, on a un Mm. ralentissement avec un niveau moyen de 1,8%. Donc voilà, on va évidemment y revenir, mais c'est vrai que dans ce contexte-là, on comprend pourquoi et la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine maintiennent le statu quo. Ils devraient normalement monter les taux, mais ils ne le font pas parce que justement, il y a quand même des risques sur la croissance. Donc, ils vont maintenir un statu quo durable. Et donc, derrière les marchés, évidemment, qui pour l'instant Mm. restent optimistes malgré tout, surtout aux États-Unis. Alors, c'est vrai qu'ils n'intègrent pas justement ce ralentissement parce que qui dit moins de croissance dit évidemment moins de profit et donc des marchés boursiers qui vont rester quand même très volatiles dans les prochains mois. Voilà, alors effectivement, ça fait une transition pour la dernière partie, hein. Donc j'ai nommé ça les États-Unis et le reste du monde. Parce que on voit que donc ce mois d'avril va être le meilleur mois pour le S&P 500, donc c'est les 500 plus grosses valeurs américaines, meilleur mois depuis novembre 2020. Et novembre 2020, c'était quoi? C'est quand on nous annonçait les Le vaccin. vaccins exactement. Et effectivement, on est sur à peu près quasiment 10% de hausse sur ce mois d'avril. Alors, ça fait suite aussi à une baisse de 5% en mars, donc c'est quand même
atténué donc c'était la plus forte baisse depuis avril 2025 pour le mois de mars 2026 et avril 2025 c'était les fameux droits de douane. Alors cette reprise elle est essentiellement due aux valeurs du semi-conducteur, hein. C'est vraiment le semi-conducteur qui tire et qui affiche une progression de 37% depuis le début du mois. C'est considérable. On l'a vu avec Intel, hein, qui a pris par exemple 25% et puis toutes les valeurs des semi-conducteurs qui est en train de progresser fortement. Et donc le S&P 500 donc, a enregistré 10 nouveaux records historiques depuis le début de l'année. Et s'il se termine, alors on enregistre, on ne l'a pas dit, mais le 30 avril, et on est le jeudi 30 avril 2026, donc il ne reste plus qu'une séance. Et si ça tient, eh bien le S&P 500 ça serait le deuxième meilleur mois depuis ces 10 dernières années. Donc pour vous dire à peu près le mois qu'on vient de vivre, qui est assez fort et surtout un contre-pied assez important par rapport effectivement au mois de mars qui avait été assez négatif. Alors pourquoi? Alors c'est surtout les investisseurs individuels en fait qui tirent le marché et on le voit en fait avec donc c'est les investisseurs particuliers avec les achats des options. Donc là c'est pour vous montrer les achats d'options nettes, hein, en avril. Donc on est revenu sur des niveaux très importants et en termes de chiffres, donc les achats nets d'options d'achat atteignent 9 millions de contrats. Donc c'est un niveau jamais vu depuis novembre 2025 et la différence entre options d'achat et options de vente, donc c'est-à-dire les calls et les puts, eh bien, illustre en fait l'importance que les investisseurs accordent à la hausse actuelle. Et surtout, on a une hausse de 350% d'achat de call depuis fin mars. Donc, c'est la plus forte augmentation mensuelle depuis 2 ans. Voilà, alors là, je voulais vous mettre les performances, donc ça, c'est vraiment parlant, des principaux indices. Donc, j'ai rajouté le CAC 40 tout en bas. Donc, sur une semaine, un mois et depuis le début de l'année, on voit que donc, le Nasdaq, donc c'est l'indice le plus fort, il prend 13%, quasiment 14% depuis le début du mois, donc c'est considérable. Et on voit que justement, c'est pour ça que je disais les USA et le reste du monde, parce que Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, vous voyez, même Russell 2000, hein, c'est l'indice des small caps aux États-Unis, on prend entre 7 et 14%, alors que par exemple le Hang Seng, donc c'est l'indice hongkongais, on prend 3,6%, et le CAC quand même prend 4,8%. Mais quand on regarde les performances annuelles, c'est-à-dire depuis le début de l'année, eh ben on voit le CAC est négatif. Sachant que le Nasdaq, par exemple, prend 8%. Donc on voit que ce mois d'avril, ça a été vraiment un game changer sur les performances annuelles, puisqu'on avait plutôt des marchés européens qui surperformaient, hein, au début finalement du conflit. Et là, on voit que ça s'est totalement retourné. Finalement, on peut dire aussi que les États-Unis ont été un peu finalement une zone géographique refuge, puisqu'il y a énormément de capitaux qui étaient en Europe et en Asie, qui sont revenus vers les États-Unis. Alors ça, si c'était assez intéressant, j'ai trouvé, c'est-à-dire que c'est la valeur du marché, en fait, action en trillions, donc en milliers donc en milliers de milliards, hein. Donc on est à 75 000 milliards pour les États-Unis, et le deuxième, c'est la Chine, 14 000 milliards. Donc vous voyez la différence, tu vois la différence entre le marché américain et les marchés chinois. Et pour la première fois de son histoire, la Corée du Sud est passée devant le Royaume-Uni. Et donc, ça montre bien que, évidemment, il y a bah, l'arrivée des pays asiatiques avec le Japon, vous voyez, l'Inde, Hong Kong, Taïwan et la Corée du Sud qui sont devant la France et le UK. Donc, ça, on voit bien aussi que, ben, il y a quand même une sortie des capitaux et un transfert de l'Europe vers l'Asie également. Ça Alors, voilà. montre bien effectivement le déclassement également de l'Europe et de la France, Oui, quoi. C'est quand même très triste. voilà. C'est assez parlant, même aussi quand on regarde la valeur totale des marchés actions. Alors pour terminer, j'ai fait un la question à 100 dollars, je voulais dire. C'est-à-dire la question à 100 dollars, C'est à 1000 $, tu veux dire. voilà, c'est plutôt à 1000 dollars, mais comme le prix du baril est à 100, en fait, parce que j'ai beaucoup de questions sur eToro, hein, vous savez, c'est un réseau social, donc vous me posez beaucoup de questions sur pourquoi, et c'est une question très légitime, pourquoi avec un prix du baril à plus de 100 dollars et que le conflit en Iran n'est pas terminé, pourquoi les actions atteignent un sommet historique? Et en fait, la réponse qui peut être donnée aujourd'hui, outre le fait que, eh bien, ce qu'on a dit, c'est un transfert de capitaux vers les États-Unis, vers leur refuge, etc., eh bien, c'est que, en fait, la révolution de l'intelligence artificielle a pris une telle ampleur que le reste est considéré comme un bruit de fond.
Et c'est vrai que, en fait, avant le début du conflit, on avait des valeurs techno qui étaient au plus bas en termes de PER. Donc, on était au plus bas depuis 2019 et la prime de risque était que de 4% par rapport au S&P 500. Et on voit qu'effectivement, toutes les valeurs liées à l'intelligence artificielle, aux semi-conducteurs, eh bien, ont surperformé de manière considérable, vraiment considérable, toutes les autres actions, tous les autres secteurs. Et finalement, cette thématique IA, eh bien, qui était un peu en berne depuis, on va dire, 5 6 mois, eh bien, a repris le dessus. Et c'est assez impressionnant, parce que même quand on regarde les résultats d'Amazon, là, les résultats d'Amazon ont été vraiment extrêmement bons, hein. On a une hausse Bon, d'ailleurs, je voulais faire un podcast la semaine prochaine sur les résultats d'entreprise, parce que là, on n'a pas le temps, évidemment. Mais on va voir que Amazon, Microsoft, encore publié des résultats, croissance à 2 chiffres dans tous les domaines. Donc, en fait, on revient vers toute cette thématique IA, mais on va voir si ça tient, parce qu'évidemment, après une hausse de 14% sur un mois, ça va peut-être se calmer dans Mais les il faut prochains pas mois. oublier aussi que pour les États-Unis, un baril cher, c'est bon signe. Oui, C'est-à-dire que tout à ils fait, sont exportateurs nets de tout à pétrole, fait. de produits énergétiques, ils Mm. sont indépendants énergétiquement. Donc voilà, en fait, pour les États-Unis, un baril là aussi cher, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, c'est une mauvaise Mais, nouvelle pour nous. mais Par tout contre, à c'est fait. vrai qu'à moyen terme, si la croissance mondiale s'effondre, bah là, tout le monde va en pâtir, que ce soit les Américains et également notamment les Chinois. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'on a une très forte baisse de l'excédent commercial chinois. Mm. Donc là, ça montre bien qu'il y aura des impacts. Pourtant, les marchés ne veulent pas le voir, et tu l'as dit, ils sont un petit peu aveuglés par l'IA, c'est normal. Mm. Il y a également beaucoup de flux. Moi, je suis très surpris par les flux qui arrivent, tu les as montrés tout à l'heure, et on ne sait pas d'où viennent ces flux. Mm. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être, voir, il y a de l'argent voilà, qui circule, qu'on ne sait pas Mm. bien identifier. Donc c'est Mm. aussi voilà, il faudra regarder de Mais, près également le marché des crypto-monnaies, etc., avec des flux qui n'arrivaient pas sur les marchés financiers traditionnels, qui arrivent maintenant. Donc voilà, il y a beaucoup de phénomènes qu'on ne maîtrise pas complètement aujourd'hui, qui nous échappent finalement et qui font qu'on a cette dimension de croissance sur les marchés boursiers, ces records historiques qui sont atteints. Mais tu l'as bien dit, je pense que l'élément vraiment déterminant, c'est cette dichotomie entre les États-Unis et puis le reste mm. du monde, d'un point de vue boursier et Mm. même d'un point de vue économique. Et donc là, on se rend bien compte que malheureusement, et c'est triste, je pense que comme souvent, les dindons de la farce, eh ben, ça va être nous, ça va être l'Europe, hein, et surtout parce qu'on n'est pas indépendant énergétiquement, qu'on a une mauvaise politique économique, en particulier en France. Et donc tout ça, malheureusement, je pense qu'on va le payer. C'est maintenant effectivement que la facture va arriver. Mais bon, on sera avec vous pour Mm. vous aider dans tout ça. Et puis globalement, espérons quand même qu'on aura d'ici la fin 2026, surtout en 2027, une amélioration de l'économie mondiale. Ouais, c'est tout ce qu'on nous souhaite. Et effectivement, attention toutefois. Alors, si vous avez profité de la hausse, tant mieux pour vous. Mais attention toutefois dans les prochains mois quand même, parce que on va avoir un retour de bâton, hein. Parce qu'avec un pétrole, comme on l'a dit, hein, à 100 $, plus de 100 $, si ça reste comme ça, ben, voilà, les marchés vont pas tenir, c'est sûr. Voilà, merci. Merci Marc, et Merci à merci vous, à bonne vous de nous continuation, avoir et puis à très bientôt, suivis. hein, et Et voilà, portez-vous bien, comme on dit. voilà, C'est important. à très bientôt. Salut. Bye.